Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, un nouveau réquisitoire vient d'être déposé à l'Assemblée nationale contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il est poursuivi pour outrage à la magistrature. Et puis l'ancien président Joseph Kabila fait l'objet de révélations qu'il accuse d'avoir une mainmise sur l'économie congolaise. Le révélation du média français affirme que le sénateur à vie détiendrait de part des entreprises dans des entreprises congolaises. Et puis, en international, le groupe Ecobank a reçu l'approbation des actionnaires pour une levée des fonds de 250 millions de dollars lors de la 37e Assemblée générale annuelle d'Ecobank. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale vient d'autoriser le poursuite contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, ouvrant ainsi la voie à l'ouverture d'une instruction judiciaire. Il est soupçonné des détournements de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Écoutons le rapporteur de la commission chargée d'examiner les réquisitoires dans cet élément. À partir de la Tanzanie. Ces déclarations du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Constant Mutamba ont ouvert la voie à un deuxième réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation 24 heures après que l'Assemblée nationale ait autorisé l'instruction contre Mutamba sur un prétendu détournement. En cause, le propos tenu publiquement par le ministre devant le palais de justice de Kinshasa sont jugés offensants envers les institutions judiciaires. Le procureur général estime que ces déclarations constituent un outrage au corps constitué, infraction punie par le code pénal congolais. Le nouveau réquisitoire vise donc à permettre l'ouverture d'une procédure pénale spécifique sur ce point, indépendante du dossier déjà en cours pour tentative présumée de détournement de 39 millions de dollars. 136.1 et 2, 75, 135 bis et 159 du Code pénal livre 2. Conclusion. Pour permettre au ministre concerné de donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense, par ces motifs, plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba Tungunga. Signé le procureur général Firmin Mvonde. Conformément à la Constitution, aucune poursuite contre un membre du gouvernement ne peut être engagée sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Les députés devront donc se prononcer une nouvelle fois sur l'opportunité d'autoriser cette nouvelle instruction qui porterait sur des faits différents mais tout aussi sensibles politiquement. Alors qu'il pourra faire face à la justice congolaise, l'ancien président Joseph Kabila fait l'objet de révélations qu'il accuse d'avoir une mainmise sur l'économie congolaise. Le révélation du média français Mediapart affirme que le sénateur à vie détiendrait de part dans des entreprises congolaises à travers de prête-noms pour dissimuler la fortune. Patrick Ilunga. L'information de Mediapart, un site spécialisé dans les langues enquêtes, est reprise par Africa News. Il s'agit des révélations qui dévoilent les participations cachées de l'ex-président Joseph Kabila dans plusieurs grandes entreprises congolaises avec l'aide de la femme d'affaires italienne Fortuna Chaparone. Des documents récemment divulgués montrent Chaparone
expliquant en vidéo de manière détaillée les mécanismes du réseau des sociétés écrans utilisé par Kabila pour dissimuler sa fortune. Elle y affirme agir comme prête-nom de l'ancien président tout en détenant officiellement 100% des parts de nombreuses entreprises. En réalité, 25% est à Kabila, déclare-t-elle, évoquant plusieurs sociétés dont elle est propriétaire officielle à 100%, notamment Sogemip Mining, SIG, Sotexki, Texaco ou encore Koweït Gaz. Des montages financiers parfois mis en œuvre en une seule journée révèlent un système bien huilé destiné à blanchir des vastes sommes. Chaparone évoque une transaction fictive à travers laquelle Sogemip est entré et sorti le même jour d'un partenariat avec Liu Resources dans le seul but, selon elle, de blanchir 8 millions de dollars. Ce média note pour ce qui est de Sogemip qu'il s'agit d'un acteur clé du secteur extractif en République démocratique du Congo. Cette société détient des concessions pétrolières aux côtés des géants comme Perenco et Eni, produisant plus de 10 000 barils par jour. Le Parlement a répondu favorablement au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, demandant la levée de l'immunité du ministre de la Justice Constant Moutamba dans l'affaire relative à la construction de la prison de Kisangani. Que va-t-il se passer pendant cette phase et qu'adviendra-t-il ensuite? Suivez les explications de Maître Guillaume Simba dans ses propos recueillis. L'adoption de la décision de poursuite par l'Assemblée nationale permet au procureur général d'ouvrir un dossier RMP à charge du ministre d'État en charge de la justice. Ça permet au procureur général près la Cour de cassation de l'interroger, de l'arrêter. Si le procureur estime que les conditions de l'article 27 du Code de procédure pénale sont remplies, ça lui permet de le mettre en détention. Ça permet au procureur général d'auditionner toutes les personnes impliquées dans la cause. Ça permet également au procureur d'auditionner toutes les personnes qu'il estime nécessaires à être auditionnées à titre de témoins ou renseignants. Ça permet au procureur de faire des réquisitions, des perquisitions là où il estime qu'il est nécessaire. Après cette période d'instruction ou entre guillemets d'enquête, si le procureur estime que les faits sont établis et graves, il va saisir cette fois-là pour une deuxième fois l'Assemblée nationale pour obtenir la mise en accusation du ministre d'État en charge de la justice. Si l'Assemblée nationale adopte cette résolution ou vote la mise en accusation du ministre d'État, ministre en charge de la justice, cela aura deux conséquences. La première est que, suivant l'article 166, le dernier alinéa, cela aura pour conséquence la démission du ministre d'État en charge de la justice. C'est là le ministre va se voir dans l'obligation de pouvoir démissionner. Ça, c'est de 1. La deuxième conséquence est que le procureur général, cette fois-là, aura droit de saisir la juridiction compétente pour que celle-ci statue sur le mérite de son action. C'est-à-dire, il y aura cette fois-là la saisine de la Cour de cassation pour pouvoir décider de l'action entreprise par le procureur général près la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation à son tour estime que le ministre est coupable, il va décider de la peine à prononcer en son encontre. Autre chose, la première ministre Judith Suminwa a instauré une structure dédiée, la Delivery Unit, afin d'accélérer la mise en œuvre du programme d'action de son gouvernement ainsi que le plan national stratégique de développement. C'est dans ces cadres qu'elle a dirigé une réunion du comité de pilotage de la Delivery Unit pour la période 2024-2028 ainsi que celle du comité local chargé de l'examen du projet d'appui à cette unité tenue à Kinshasa. Gigi Nende. Lors de la réunion tenue ce jeudi 29 mai à l'hôtel du gouvernement à la Gombe, des autorités congolaises, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, ont validé le projet d'appui à la Delivery Unit, un mécanisme destiné à améliorer la coordination et le suivi des projets publics. Aujourd'hui, ce que nous avons eu à faire, c'est l'approbation du document de projet d'appui à la Delivery Unit en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement qui vient appuyer cette Delivery Unit.
Cette unité, qui n'a pas vocation à exécuter directement les programmes, a pour mission de soutenir les ministères sectoriels afin d'assurer une mise en œuvre plus efficace et rapide des projets inscrits notamment dans le programme d'action du gouvernement et le plan national stratégique de développement. Vous vous rendrez compte régulièrement que nous avons des projets qui sont mis en œuvre, qui prennent par exemple au lieu de, je donne un exemple, il est prévu que le projet prenne 3 ans, mais le projet finalement va arriver à terme au bout de 5 ou 6 ans. Et c'est ça que, au niveau de la coordination de l'action gouvernementale, qui est une de mes missions principales en tant que chef du gouvernement, je voudrais assurer d'avoir une structure qui va pouvoir appuyer toutes les autres structures au niveau du gouvernement pour que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, moi, en tant que première ministre et coordonnatrice de l'action gouvernementale, je puisse régler les questions, les problématiques qui sont transversales. Dominique Mama, représentant résident du PNUD en RDC, a salué l'initiative, la qualifiant d'étape importante dans l'amélioration de la gestion publique. Il est important de savoir que la Delivery Unit, c'est au-delà d'une structure. Ce n'est pas vraiment une nouvelle structure en tant que telle, mais c'est l'ambition d'être plus efficace. Vous voyez, de partir de la planification jusqu'au niveau de la réalisation. Quand vous prenez une école ou un centre de santé, l'État décide de la faire ou de le faire, il y a les ressources qui sont allouées et tout, mais il faut suivre les ingénieurs, il faut suivre les entreprises, il faut aller regarder, être sûr que les normes de qualité sont respectées et que quand on commence quelque chose, on puisse le finir. Et aussi s'assurer, comme l'a expliqué Madame le Premier ministre, que l'intersectorialité, donc la contribution de chacune des entités au niveau des ministères, puisse aider plutôt à renforcer l'ensemble et à plus d'efficacité. Julie Chilombo, coordinatrice du comité de pilotage de la DU, a précisé que l'unité fonctionnelle permettra de mieux identifier les indicateurs de performance, de suivre l'avancement des projets prioritaires et d'améliorer la prise de décision au sein du gouvernement dans une logique de gestion axée sur les résultats. Une brève dans ces journaux, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a présidé jeudi 29 mai 2025 la 138e réunion ordinaire du comité exécutif de l'ELITI RDC dans les locaux du ministère du Plan et de la coordination de l'aide du développement à Kinshasa. Profitons de l'occasion ainsi offerte. Guilain Nyembo a rappelé l'importance stratégique de l'ITI, particulièrement dans les contextes sécuritaires actuels à l'est du pays, qui reste instrument essentiel pour renforcer les normes, garantir la transparence et attirer les investissements dont le pays a besoin. Et puis, dans sa mission de contrôle, les conseils d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, institution unique de financement du secteur industriel, conduit par Madame Vicky Katoumoa, a visité jeudi 29 avril le projet Star Label Africa, une usine de production des emballages pour le produit alimentaire située au quartier Kindobo, dans la commune de Linsélé, grâce au financement reçu du FPI Style Label Africa, qui emploie plus de 150 Congolais, a augmenté sensiblement sa production. Plus de détails avec Dieudonné Boanali. Dans sa mission de contrôle, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, conduit par Madame Vicky Katoumoa Mukalai, a visité ce jeudi 29 mai le projet Star Label, situé dans la commune de Linsélé à Kinshasa, et reçu par son directeur général Nirav Takar. Madame la présidente du conseil d'administration et toute sa délégation ont visité l'usine de production des emballages du projet Star Labels. La PCA n'a pas caché son admiration du travail fait par cette industrie qui crée de la valeur ajoutée, des emplois et contribue à la transformation structurelle de l'économie nationale. La mission statutaire assignée au FPI consiste à réduire la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur par la production de matières premières destinées aux industries locales, celles des produits manufacturés concurrents aux biens importés, et à ce titre, en tant qu'institution publique de financement du secteur industriel, le FPI accompagne les entreprises à fort potentiel qui
qui créent de la valeur ajoutée, des emplois et contribuent à la transformation structurelle de l'économie nationale. Star Label Africa SARL incarne pleinement cette ambition, car cette société est une industrie de transformation, fabrique les articles en matière plastique et qui a bénéficié pour cela d'un prêt fait sous le contrat 1165 en vue de la diversification et extension d'une unité de production des emballages primaires et secondaires. C'est pour cette raison que le conseil d'administration a répondu valablement à la demande de visite de ces nouvelles installations. En effet, en choisissant de vous implanter ici, vous contribuez à la dynamique économique de cette partie de la capitale et de même en investissant dans une infrastructure de production plus moderne, en intégrant les techniques avancées et en affichant une volonté claire de monter en gamme, vous participez directement à la mise en place du tissu économique concourant à la valorisation des ressources locales et permettant de satisfaire les besoins locaux et à la réduction de la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'extérieur par la substitution de la production locale aux produits importés. L'FPI sera donc à vos côtés, comme d'habitude, pour vous accompagner dans la consolidation de votre activité, notamment à travers le développement de nouvelles lignes de production ou encore à travers votre expansion sur tout le territoire national. Nirav Takar. Grâce à cette usine, nous franchissons un cap décisif. Nous produisons localement avec des matériaux adaptés et une expertise nationale, créant une dynamique industrielle qui renforce nos entreprises et valorise notre savoir-faire. Cette usine moderne crée des emplois directs et indirects, offre aux talents congolais des opportunités de carrière et de formation. Star Label veut aller loin en proposant des solutions intégrées des emballages. Cette démarche va même permettre aux vendeurs de cacahuètes et des poissons le long des routes de la capitale à avoir des emballages appropriés. Depuis l'interdiction de circulation de poids lourds en journée à Kinshasa, la fluidité du trafic s'est améliorée. Toutefois, des embouteillages subsistent à cause du non-respect de la mesure sur certains axes. Le Quinois réclame aussi des investissements durables dans les infrastructures routières et une meilleure application du code de la route. Jinende pour le reportage. Rencontrés dans les rues de Kinshasa ce jeudi 29 mai, de nombreux Quinois affirment que la mesure interdisant la circulation la journée des grands camions, y compris ceux transportant boissons, sable et ciment, a contribué à une meilleure fluidité du trafic. C'est ce qu'explique ce chauffeur. En tout cas, mesure wana gouvernement dit les a dans les meilleurs. Pour la nine bisomo premièrement ba taximen ba chauffeur à taxi bis aussi birara nanzela na sens que nini. Bah chauffeur à grand car bazan la petite même si bazu en panne il y a crevaison je sentais que en panne il y a crevaison et ko déranger batu nanzela au lieu que acha mupandi yé plein ce rosaire a rochangoka na 4x4 nanzela to comme on a difficulté moko ya makasi même si ceux tozo kende supposons neti cimetière ya matadi kibala net au niveau matadi kibala na toza na difficulté tant que ça na ba grand car monsieur sur les aliboso on dirait mutana na problème ya rotambola on dirait mutana na problème ya rotambola te en tout cas mesure au gouvernement zi ngala moniza dans les bons et le moitié batika bon mais ça bamboka monsieur ba paya pe to mona ba grand car et roulara de 5h jusqu'à pardon de 22h jusqu'à 5h. Mesure au gouvernement zi vraiment éthique à la bon. Des propos confirmés par ce piéton qui souligne néanmoins le non-respect de la mesure sur certains axes. Il cite un exemple ayant entraîné un embouteillage monstre. Normalement, il est au soit qui exactement pour banda 22h sur 5h pour la bisamnene. Vraiment, ils ont idée bien parce que maman on a vécu en haut na quoi na ngaboué
na nzela ya commune côté ya Ngalema bus moko ekufi wana vraiment ecréer mama la embouteillage makasi donc babus moko ya subu eza te mais tokoki kotourne vu ti côté ya Saint-Louis kuna mais embouteillage ezalaki vraiment makasi donc idée wana aussi eza normal mpona ngai bato respecter kaka mbeko wana ezala bien. Mais au-delà de cette décision, qui impacte tout de même négativement certains acteurs du commerce, de nombreux habitants estiment que l'État devrait surtout investir sur le long terme dans la construction et la réhabilitation des routes, ainsi que dans le renforcement du respect du code de la route, notamment par une police de roulage plus professionnelle et rigoureuse. Avec nous pour en parler, Dieudonné Bouanali, journaliste au sein de Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Patience Lokiki. Dieudonné Bouanali, la mesure portant interdiction de camions poids lourds de circuler dans la capitale avant 6 h et après 22 h est-elle bénéfique? Bon, elle est bénéfique pour l'hôtel de ville de Kinshasa en partie parce que la mobilité et la fluidité, voire même les attentes de la population ne sont pas encore satisfaites. Du côté de l'hôtel de ville de Kinshasa, on s'est réjoui du fait que cette mesure a permis tant soit peu de diminuer le nombre des embouteillages, y compris leur fréquence. Mais du côté des conducteurs des camions poids lourds, on éprouve des difficultés à ne travailler que pendant les heures et de la nuit, soit de 22 h à 5 h du matin, comme l'ont stipulé les autorités de Kinshasa. Interrogés par notre rédaction, ces conducteurs ont affirmé être confrontés à plusieurs obstacles, notamment, Patience Lokeke, l'insécurité et l'état déplorable des routes qui ne sont pas éclairées. Et pour ce faire, ils ont sollicité des mesures sécuritaires pour leur sécurité la nuit. On leur impose de ne circuler que la nuit. Mais malheureusement, ces camions appartiennent aux opérateurs économiques et non aux chauffeurs-conducteurs qui ont des charges et des contrats de livraison à respecter. Livraison du cimagri, livraison de véhicules importés, et livraison de vivres frais et secs et d'autres marchandises provenant du terroir et de l'étranger. Et de plus, Patience Lokeke, leur travail repose sur une clientèle active pendant la journée, alors que la nuit, ils ne peuvent effectuer qu'une seule rotation. Telle est la réalité décriée au niveau du comité professionnel des transporteurs routiers de la Fédération des entreprises du Congo, qui a exprimé son mécontentement au micro des reporters de Géopolis. Voilà pourquoi il rappelle, ces professionnels, que cette décision a été déjà prise l'année passée, en 2024. On se souvient du mouvement de grève des chauffeurs de poids lourds débuté le 16 septembre 2024 pour être stoppé 2 semaines par après. Cette situation, pour terminer, démontre à suffisance clairement les problèmes de la congestion routière qui ne saurait uniquement être imputé ou bien attribué à la présence des camions poids lourds sur la voie publique. Voilà pourquoi ils invitent, en conclusion, l'autorité provinciale, le gouverneur Daniel Bumba et tout son exécutif provincial à emboîter les pas à d'autres provinces comme le Haut-Katanga avec le gouverneur Jacques Kaboula, la province du Lualaba avec Fifi Masuka, qui ont construit des routes de contournement. Et au moment où nous parlons, les camions poids lourds ne circulent plus dans la ville de Lumbashi et de Kolwezi, ou soit attendre la fin des travaux de construction des rocades pour appliquer cette décision. Pensez-vous pas que cette mesure impacte négativement sur les activités des sociétés de transport? Oui, cette décision, comme vous pouvez le constater avec les camionneurs, elle impacte négativement sur la trésorerie et les chiffres d'affaires journaliers de ces sociétés de transport qui ont des contrats à respecter, des délais de livraison des marchandises aussi à respecter. Je vous donne un exemple. Le nombre de trafics des véhicules camions, poids lourds,
En termes de trafic, sur la route nationale numéro 1, axe Kinshasa-Matadi a diminué par jour, y compris les recettes et les frais payés au niveau des différents postes de péage. Nous avons les péages qui nous est proche de la capitale, c'est Kassangoulou. Il se pose aussi un problème, ces chauffeurs-là ne travaillent pas seuls. Il y a des emplois directs qui ont été créés au niveau de ces sociétés, mais aussi des emplois indirects. Quand vous allez par exemple aux différents arrêts comme Rompoengaba, Matadi Kibala et j'en passe, vous allez trouver des journaliers, des chargeurs, des agents qui font les chargements et les déchargements de ces marchandises au niveau de certains marchés publics, même pirates. Maintenant, vous demandez aux chauffeurs de ne circuler que de 22h à 5h. Maintenant, ces femmes-là et ces papas-là qui travaillent pour attendre la livraison d'un sac de braise, d'un sac de fruits pour vendre et de ne travailler que la nuit. Avec les phénomènes Koulouna, l'insécurité de plus en plus grandissant dans la ville, c'est vraiment difficile pour eux. Je pense que l'hôtel de ville doit appeler ses professionnels au dialogue pour qu'on trouve une solution satisfaisante pour tous, et pour la ville et pour ses opérateurs économiques. Parce que mettre fin aux embouteillages, nous tous, nous allons en profiter, que ce soit les personnes physiques et les personnes morales. Merci Denis Bonali pour vos éclaircissements. On va poursuivre avec l'actualité, cette fois-là avec les éléments internationaux. Je le dis au sommaire, le groupe Ecobank a reçu l'approbation des actionnaires pour une levée de fonds de 250 millions de dollars lors de la 37e Assemblée générale annuelle Ecobank Transnational Incorporated qui s'est tenue le 28 mai à Lomé au Togo. Cette coopération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de restructuration visant à élargir la base de capital de la banque à maintenir des ratios d'adéquation du capital élevé. Suivez. Lors de la 37e Assemblée générale annuelle d'Ecobank Transnational Incorporated, le 28 mai 2025 à Lomé, Togo, le groupe Ecobank a reçu l'approbation des actionnaires pour une levée des fonds de 250 millions de dollars. Selon la banque, cette levée des fonds s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale visant à renforcer sa base de capital Tier 1, à améliorer sa résilience financière et à soutenir la croissance de ses opérations panafricaines. Alors que le groupe bancaire panafricain a franchi la barre de 2 milliards de dollars de revenus, une importante réforme statutaire a également été adoptée concernant les offres publiques d'achat. Selon les comptes approuvés, les bénéfices attribuables aux actionnaires a augmenté de 45% à taux d'échange constant pour atteindre 333 milliards de dollars. De même, les bénéfices avant impôt s'est élevé à 658 millions de dollars, soit une hausse de 33% après ajustement des effets d'échange. Les rendements des capitaux propres atteignent les niveaux records de 32,7% et le bénéfice pour action a augmenté de 16%. Les dépôts des clients s'élèvent à 20,4 milliards de dollars et le total des actifs du groupe basé à Lomé s'élève désormais à 28 milliards de dollars. Depuis sa création en 1985, Ecobank est devenu le premier groupe bancaire du secteur privé en Afrique avec une expertise enracinée sur le continent. Présente dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, la banque sert plus de 32 millions de clients grâce à sa gamme complète de services de banque de détail, de banques commerciales, des banques d'entreprise et des banques d'investissement. L'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. L'actualité reste dominée par l'ouverture de l'instruction judiciaire contre Constant Moutamba, mais aussi sur la possible poursuite contre l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi.
Commençons avec le potentiel qui titre à la une « L'Assemblée nationale livre Moutamba à la justice ». L'Assemblée nationale a tranché le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba peut désormais donner lieu à une instruction judiciaire. Ce feu vert de la Chambre basse du Parlement donné jeudi 29 mai 2025 au ministère public marque un tournant décisif dans une affaire où les enjeux judiciaires se mêlent étroitement aux rivalités politiques. Le rapport de la commission spéciale et temporaire présenté par le député national André Litté relève des sérieux manquements et fait état d'un détournement présumé de 19,9 millions de dollars sur les 39 millions destinés à la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani dans la province de l'Achopo, ainsi que des irrégularités dans l'attribution du marché de gré à gré avec une entreprise sans expertise et non enregistrée au ministère des Travaux publics. La tempête des tropiques renchérit en disant, outre ces irrégularités, l'entreprise choisie par le ministre de la Justice n'est pas agréée par le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Plus grave encore, cette entreprise créée seulement en 2024 n'est composée que de 2 personnes, notamment un Congolais comme responsable et une gérante de nationalité burundaise. Pour le procureur général, rien ne justifie le versement de 19 millions de dollars sur le compte de cette société qui ne dispose même pas d'une garantie bancaire comme l'exige la loi sur la passation des marchés en République démocratique du Congo. Des faits qui ont scandalisé les élus de la Chambre basse du Parlement, tout en sachant que ces fonds versés par l'Ouganda étaient destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours ayant opposé les armées ougandaises et rwandaises lors de l'occupation de la ville de Kisangani par ces troupes étrangères. Toujours dans les affaires judiciaires, Nicolas Kazadi dans la tempête, écrit Econews. L'ancien ministre des Finances Kazadi doit répondre des graves accusations. Le procureur général Vondé a sollicité la levée de son immunité parlementaire pour 2 chefs d'inculpation, divulgation de secrets d'État et propagation des faux bruits. Laisse entrevoir un affrontement ouvert avec son successeur dans un climat politique déjà marqué par une grande polarisation, écrit le tabloïd. Terminons avec le phare. La ministre des Affaires foncières est appelée à mettre fin à l'anarchie foncière à Kinshasa. Des milliers de propriétaires des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, nombreux sont détenteurs des titres leur délivrés par les agents des affaires foncières. Que le site soit loti ou pas, que les bords de rivières ou des cours d'eau soient considérés comme des zones non édificantes ou pas, les fonctionnaires véreux des affaires foncières n'ont qu'un seul refrain à la bouche. Aux demandeurs des documents, ils leur conseillent de se presser pour mettre en valeur ces espaces voués plus tard aux inondations et débordements des eaux. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé. Je vous rappelle différents titres. Un nouveau réquisitoire vient d'être déposé à l'Assemblée nationale contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il est poursuivi pour outrage à la magistrature. Et puis l'ancien président Joseph Kabila fait l'objet de révélations qu'il accuse d'avoir une mainmise sur l'économie congolaise. Le révélation du média français affirme que les sénateurs à vie détiendraient de parts dans les entreprises congolaises. Et puis en international, le groupe Ecobank a reçu l'approbation des actionnaires pour une levée de fonds de 250 millions de dollars lors de la 37e Assemblée générale annuelle d'Ecobank. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.
vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.